Une nuit de fin mars au nord-est de la Grèce, près de la frontière turque. Nous longeons un fleuve qui délimite les deux pays. Il est 3 heures du matin. Dans la lueur de nos phares, des silhouettes. Un homme lève les mains, il nous prend pour la police. No problem, no problem, no problem. Hello. Hello. Un petit groupe tente de se réchauffer autour d'un feu. Hello. Vous venez d'où? Bangladesh. Bangladesh. De Syrie. From Syria. 9 personnes, dont un enfant de 6 ans, viennent tout juste de poser pied en Europe. Vous venez de traverser le fleuve? Oui, en bateau. Et on a marché. Vous voulez rester en Grèce? Ou aller en Angleterre? En Allemagne? En France? Oui, en Europe. Ils semblent perdus, n'ont personne pour les guider, pas de téléphone. Ils vont nous demander de leur rendre un service surprenant. Vous pouvez appeler la police? Oui, enfin, si vous voulez. Vous voulez vraiment qu'on appelle la police? Oui. À la demande des Syriens et des Bangladais, nous appelons donc le commissariat le plus proche. Une camionnette se met en route. Ce fleuve qu'ils viennent de passer se nomme Evros. Il court sur près de 200 km entre la Grèce et la Turquie, et il est de plus en plus traversé. Entre 100 et 300 personnes par jour, enregistrées l'an dernier par les autorités européennes. 15% de plus qu'en 2010. Ce fleuve est-il une brèche dans la muraille de Schengen? Est-il insuffisamment surveillé? Comment l'information circule-t-elle entre les migrants? Nous avons emprunté cette route de l'immigration clandestine, la principale de l'Union européenne. Une demi-heure après notre appel, la camionnette de la police arrive. Elle a fait vite, le commissariat est à 30 km. Vous venez d'où? De Syrie. Syrie? Tout le monde vient de Syrie? Non, je suis du Bangladesh. Bangladesh. Il y en a 2 du Bangladesh? Okay. Ok, venez. Éteignez le feu, s'il vous plaît. On va quand même pas mettre le feu au village. Des migrants qui appellent ou font appeler la police. Ce rituel étonnant se répète presque toutes les nuits. Il se transmet de bouche à oreille. Les clandestins auraient-ils hâte d'être pris en charge par les autorités grecques? À vive allure, la camionnette fait cap sur le commissariat. Les policiers vont prendre les empreintes digitales de chacun des migrants et recueillir leur identité. Des données qui seront consultables par tous les policiers européens. Si les migrants sont contrôlés dans un autre pays de l'espace Schengen, ils seront renvoyés en Grèce, leur première porte d'entrée dans l'Union européenne. Trois heures plus tard, nous retrouvons les Syriens et les Bangladais au centre de rétention de Fylakio. Chacun efface les traces du passage et fait sécher ses vêtements en attendant de savoir s'il va être expulsé ou non. L'été dernier, ce centre était surpeuplé. Les images avaient choqué toute l'Europe. 150 migrants dans à peine plus de 100 mètres carrés. This place is not for humans. This is a place for animals. You know, the life in here is so miserable. I'm not imagining. The life in Europe is like here. Débordée, la Grèce semblait incapable d'accueillir ces migrants. Depuis, un centre supplémentaire a ouvert dans la région. La jeune maman syrienne et son enfant attendent le contrôle médical. Tout le monde y a droit. Ses compagnons se présentent comme des opposants au régime de Bachar al-Assad. Le peuple veut la chute du régime. Quand Bachar sera parti, on rentrera en Syrie.
Vous êtes passé par la rivière? Oui, à la nage. Vous avez eu peur? Non. Non. Et d'Istanbul à la Grèce, combien avez-vous payé? 500 €. 500 €? Oui. Sur leurs mains, un agent du centre a tracé un numéro. Vraisemblablement, l'ordre de passage pour la procédure appelée le screening. Une étape décisive. Dans cette cabine, un expert et un interprète vont tenter de déterminer si les migrants disent la vérité sur leur nationalité. Ils ont été envoyés par Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Europe. Nous avons rencontré l'un de ces screeners. Il a appris à interroger les migrants qui se déclarent ressortissants d'un pays en guerre pour obtenir l'asile. Les passeurs briefent les migrants à l'avance sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire pendant l'entretien du screening. Par exemple, quand des Africains de l'Ouest ont l'intention de dire qu'ils sont somaliens, les passeurs leur apprennent des choses sur la Somalie. Donc nous devons continuellement changer nos questions, nos méthodes, nous adapter. Si vous demandez à un Palestinien comment il est parti de Palestine, s'il est venu par avion, et s'il répond oui, alors l'entretien est fini, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'aéroport en Palestine. Dans ce cas, le migrant reste en rétention, le temps pour l'administration d'en savoir plus. Notre groupe de Syriens et de Bangladais a le sourire. Après 11 heures passées au centre, une signature et ils vont être libérés. Personne ne sera renvoyé de Grèce. Cela n'arrive pas souvent. L'an dernier, moins de 2000 personnes ont été expulsées du pays. Un bus vient se poster à la sortie. Pour Athènes, le billet coûte 70 €. Les migrants ont tous en main un papier blanc. La plupart le considèrent comme un permis de séjour, un précieux sésame. Mais il y a méprise. Ces quelques lignes rédigées en grec sont une injonction de quitter le pays avant 1 mois. Vous voulez aller où? Je veux aller à Athènes. Je veux rester là-bas. J'espère trouver du travail. Vous avez des amis qui vous attendent là-bas? Oui. Contrairement à ce Bangladais, la plupart des migrants n'ont qu'un souhait, quitter la Grèce au plus vite pour gagner un autre pays d'Europe. Ils ont devant eux 30 jours pour s'organiser, 30 jours de légalité. Quel chemin ont-ils parcouru avant de franchir la frontière gréco-turque? Comment ont-ils organisé leur arrivée sur le sol européen? À seulement 2h30 de route du fleuve Evros, Istanbul. Cette métropole est le point de passage obligé de ceux qui rêvent d'Europe, venus d'Asie, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Beaucoup arrivent en toute légalité. Les ressortissants des pays du Maghreb n'ont plus besoin de visa pour venir en Turquie. Et ceux des pays africains l'obtiennent désormais sans difficulté. La Turquie est en pleine croissance, elle a besoin de main-d'œuvre. Le quartier de Kumkapi est la petite Afrique d'Istanbul. C'est ici que vit Libre. Il a 19 ans. Il a quitté il y a quelques mois la République démocratique du Congo. Pour sa première destination, une seule solution. Pour avoir un visa d'autres pays, c'est difficile. Chez nous, là-bas, c'est difficile. Donc, pour la porte de sortie un peu facile, c'est Istanbul. Aujourd'hui, il est décidé à partir illégalement pour l'Europe. Je continue d'avancer, je peux aller même en France, Allemagne, ou bien Italie. Là où c'est un peu développé quoi, par rapport à ici. Quoi. Bonjour. Bonjour le frère. Libre et footballeur. Ses espoirs de faire carrière en Turquie ont vite été déçus. Désormais, il mise sur un grand club, pourquoi pas français. Marseille, Lyon, PSG. Après, on verra après. Ce qu'il est venu va nous proposer quoi. Mais mon souhait, c'est aller à l'Europe. Avec 2 amis congolais, Libre a planifié son départ. Tito, la cinquantaine, sera du voyage.
C'est de Kinshasa, avant même d'arriver en Turquie, qu'il a contacté un réseau de passeurs. Nous sommes venus ici comment? Puisqu'on avait pris l'adresse depuis Kinshasa, depuis le pays. Il y a d'autres personnes qui viennent aussi. Après, nous, on téléphone, venez, il y a une belle maison ici, vous allez rester tranquille. Et lui-même, il va faire connexion pour que vous passiez. Donc, tout le monde est au courant. Coco, lui, a demandé l'asile politique en Turquie. Mais la réponse tarde, il ne veut plus attendre. Il faut que je parte. Il faut. C'est mon souhait. Dès que je dors, je demande à le bon Dieu qui donne-moi la force, donne-moi les possibilités, que je tout fais moi pour sortir de ce pays. C'est pas seulement la Grèce qui nous intéresse. Puisque si on va aller peut-être aller faire encore des jours comme on a fait ici en Turquie, c'est pas la peine. C'est la France, Belgique, Allemagne, Hollande ou Londres. Le voyage coûte cher. Il y a plusieurs intermédiaires à payer. Pour aller jusqu'en Grèce, rien que jusqu'en Grèce, jusqu'à Athènes. Là, il faut préparer pas moins de $1000. Pas moins de $1000. 1000 $. À ce prix, le passage lui a été garanti. Tito est confiant. On a réfléchi. Ceux qui sont allés sont arrivés. Et pourquoi pas nous? Comment fonctionnent ces réseaux? Les trois amis sont en contact avec un rabatteur, congolais comme eux. Et c'est Tito, l'ancien, qui le rencontre. Le rabatteur est, lui, en contact avec un convoyeur soudanais qui doit les emmener à la frontière où des passeurs kurdes leur feront traverser le fleuve. Là, on va traverser. Le véhicule se jette dessus. Et si pas aussi, vous faites à pied jusqu'au bord de la rivière, puis vous traversez. C'est le grand jour. Le passage est prévu dans quelques heures. Dernier préparatif. Chacun emporte ce qu'il a de plus précieux. Pour Libre, ses chaussures de foot. Et toi, comment tu te sens? Je me concentre parce que ça c'est un chemin qu'on passe la nuit. Coco est le plus prévoyant. Deuxième jean. Ok, troisième pantalon. Ultime précaution. Laisser ses papiers sur place, un ami les leur enverra plus tard. Là, quand on traverse, il faut cacher votre identité, quoi. Quand vous avez les passeports comme ça, c'est pas bon. Si Coco se fait prendre, il se déclarera somalien. Tito est en train de prier. Ce chrétien sait que rien n'est joué. Il a déjà échoué 2 fois. On essaie jamais. Je suis prêt maintenant. Ok, prépare-vous. Advienne que pourra. Le rabatteur les salue et donne les dernières consignes. I don't need anybody ici. For me, I need everything there quiet. Please. Quelques heures plus tard, le voyage commence. En caméra discrète, nous changeons d'appartement. Tu as bien fermé la porte? C'est le début d'une longue nuit. Un dernier coup de fil avant que les portables ne soient coupés. La situation est confuse. Les 3 amis vont être séparés et Tito sera finalement écarté du voyage. Dans une banlieue d'Istanbul, Coco et Libre, le footballeur, ont été poussés dans un minibus avec 40 personnes. Libre semble perdu. Comme c'est ma première fois aussi, je suis même étonné. Je suis vraiment étonné. On est là, on est concernés comme des sardines. Tu sais dans quelle ville on va? Je suis là juste comme un aveugle, on me conduit, je ne sais pas où je vais. Tu sais pas dans quelle ville tu vas? Oui. C'est absolument rien. Après 2 heures de route, la camionnette dépose le groupe au milieu de nulle part. Désormais, il faut marcher sans poser de questions. Faut juste du 25.
les passeurs kurdes ordonnent de gonfler 2 petits bateaux pneumatiques. Un premier groupe s'éloigne vers le fleuve. Coco et Libre le footballeur sont sommés d'attendre. Ils attendront jusqu'à l'aube. « 7 heures du matin. Plus de passeurs, plus de bateaux. En face, la Grèce. L'Europe à portée de main. Le rêve a échoué. En plein jour, ils sont à la merci des patrouilles turques. Coco est en colère. Maintenant, on cherche la route, comment on peut faire? Parce que là, on n'a pas le choix, on a quitté. On a gaspillé d'abord l'argent, on a gaspillé l'énergie. Et on est loin d'ici, on est loin de la ville. Et s'il n'y a pas de solution pour rentrer, et si la police m'attrape, là, je vais faire encore 5 jours dans les casernes là. Donc là, c'est la merde toujours. Finalement, la police turque qui surveille cette zone militaire interdite d'accès va arrêter le groupe. Non, French TV. French TV? What? French journalist. No photo. Coco, Libre le footballeur et tous les autres seront conduits au centre de rétention où ils resteront 5 jours. À Istanbul, nous retournons voir le rabatteur congolais. Il n'assume pas l'échec. Il renvoie la responsabilité sur le passeur kurde à l'autre bout de la chaîne. Comment ça va? Ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé alors? Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça comme ça. C'est la première fois pour toi? Ouais. Moi, je pense que les gars là, que vous avez pris, que vous avez amené de l'autre côté là, c'est lui qui a précipité d'abord pour prendre les gens. Quand on est arrivé sur place, il y avait 2 bateaux. Un bateau est passé. Le deuxième bateau fait le tourbillon. C'est-à-dire, il a fait le tourbillon. L'autre gens qui est mort. Il y a eu des morts. Hein. Ouais. Combien? Je ne sais pas si c'est combien, mais je sais qu'il y a des morts. Impossible pour nous de vérifier cette information. Et dis-moi, est-ce que c'est quand même pas la première fois que ce genre de choses arrive, où il y a des gens qui ont payé et qui ne sont pas partis? Je sais, ça arrive. Est-ce que ça existe? Alors, ouais, ça arrive. Ouais. Tu peux donner l'argent aujourd'hui, tu pars, on t'attrape, tu reviens encore. Tu dois tenter encore. D'après le rabatteur, l'échec du passage donne droit à un nouvel essai. Les 3 Congolais devraient retenter leur chance. Conclusion. Les autorités turques ne laissent pas passer tous les migrants comme le montrent ces autres images. Mais font-elles le maximum? L'Union européenne en doute. Les interpellations côté turc semblent avoir lieu principalement de jour. Il y en aurait très peu la nuit. Ce qui est sûr, c'est que le fleuve Evros est plus difficile à franchir qu'il n'y paraît. En hiver et au printemps, son débit augmente. Les chavirages de bateaux de fortune sont alors très fréquents. L'an dernier, 48 personnes ont été retrouvées noyées. Quand les habitants signalent des cadavres au milieu des branchages, les policiers grecs les repêchent. La plupart de ces corps ne seront jamais identifiés. Ils sont déposés à la morgue d'Alexandroupolis, la plus grande ville de la région. Le docteur Pavlidis a vu passer tous les cadavres repêchés dans l'Evros. Il en a 4 en ce moment dans ses chambres froides. Les hommes circoncis sont présumés musulmans et enveloppés dans un linceul blanc selon la tradition de l'islam. Ils portent souvent beaucoup de vêtements les uns sur les autres, parce que les passeurs ne leur permettent pas d'emporter leurs effets personnels, si bien qu'ils enfilent leurs vêtements de rechange sur eux. On a déjà trouvé des corps habillés de 3 pantalons, de 4 chemises, de 2 vestes. Quand les passagers chavirent dans leurs bateaux gonflables surchargés au milieu de la nuit, leurs vêtements gorgés d'eau les font couler comme des pois. Les corps sont enterrés dans ce cimetière sans pierre tombale, le cimetière des migrants. 20 ont été portés en terre depuis le début de 2012. Plus de 300 ces 10 dernières années.
C'est un chef religieux musulman, un moufti, qui veille sur le repos de ces âmes sans nom. Dans cette région de Grèce vit une importante communauté musulmane. Moi, je souhaite que ce flux de migrants s'arrête. Chaque fois que j'en enterre un, je dis, mon Dieu, faites que ce soit le dernier. Mais le flux des migrants n'est pas près de se tarir. Les experts s'attendent même à le voir augmenter avec les beaux jours. L'été dernier, quand le niveau du fleuve était au plus bas, 300 personnes franchissaient chaque nuit la frontière. Question, est-elle suffisamment surveillée par les Grecs? Pour des raisons historiques liées au conflit avec les Turcs, la frontière est une zone militaire truffée de miradors. Il y a des mines anti-chars. Mais malgré cette apparente étanchéité, les Grecs n'ont pas les moyens de filtrer à eux seuls les migrants. Les autorités ont donc demandé l'aide de Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Europe. Leurs caméras thermiques distinguent des silhouettes dans l'obscurité, celles des migrants qui traversent le fleuve. Des images également prises d'hélicoptères. Sur l'eau, en gris clair, on distingue un bateau. L'an dernier, d'après Frontex, 140 passeurs auraient été interpellés en partie grâce à cette technologie. Les policiers grecs, eux aussi, installent des caméras. Ici, une vingtaine d'écrans permettent de surveiller un tronçon très particulier, la frontière terrestre. 12 petits kilomètres où le fleuve fait une boucle et où il suffit de marcher à travers champs pour passer d'un pays à l'autre. À gauche, la Turquie, à droite, la Grèce. Et pour la frontière terrestre, l'État grec a un projet qui fait couler beaucoup d'encre. Une clôture de 12 kilomètres. Les travaux de terrassement ont commencé. Pour l'heure, la police est fière de nous montrer ce petit prototype. La barrière sera construite sur ce modèle, mais plus renforcée et plus haute, afin d'interdire totalement l'accès aux migrants venant de la Turquie sur le sol grec. Ça sera dissuasif. La construction de la clôture nous permettra de mieux nous organiser. Le personnel qui surveille la frontière terrestre pourra être réparti sur des endroits plus difficiles à contrôler. Problème, l'Union européenne juge ce projet de clôture inutile, tout comme certains habitants de la région. Dans la petite ville de Soufli, nous avons rendez-vous avec un maire très en colère. Il craint que cette clôture ne rabatte encore plus de migrants vers le fleuve. Toute cette vague d'immigration va être déplacée sur la partie sud de l'Evros. C'est tout ce que la clôture va nous apporter. En échange de cela, ça va nous coûter 5 millions d'euros, qui ne sont pas pris en charge par l'Union européenne, mais qu'il va falloir trouver dans une Grèce appauvrie, sans que cela ne résolve aucun problème. J'en suis persuadé. Et le maire ne peste pas seulement contre cette barrière. Toutes les solutions mises en œuvre jusqu'à présent pour lutter contre l'immigration clandestine lui semblent dérisoires. Avec lui, les experts européens de Frontex en prennent aussi pour leur grade. Prenez cette histoire d'hélicoptère. Ils passent la nuit. C'est de l'argent jeté par les fenêtres pour nous dire par où passent les migrants. Mais mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On sait très bien où ils sont. On les voit arriver, ici même, sur la chaussée. Pas la peine de nous dire qu'ils sont en train de traverser. Et ces clandestins que le maire voit passer chaque jour ne restent pas dans la région. La ville d'Orestiada est l'un de leurs points de départ pour Athènes. Dans les rues, de nombreux migrants en provenance de Turquie. C'est là que nous rencontrons Nadia. Elle se dit irakienne. Nous ne saurons pas grand-chose de son passé, si ce n'est qu'elle est veuve. En Turquie, le passeur lui avait vendu un aller simple en voiture, direct pour Athènes. Il ne m'a jamais dit qu'on devrait traverser une rivière.
C'est seulement en route qu'il nous a dit qu'on devait traverser. Il était trop tard pour moi pour faire demi-tour. Et j'ai compris que la rivière était très dangereuse, que des gens étaient morts dans cette rivière. Là, maintenant, j'attends le bus avec les autres. On va à Athènes. Et vous savez où vous irez? Ce que vous allez faire? Non, je sais pas du tout. Le bus l'attend. Athènes est à 900 km. Deux jours plus tard, dans la capitale grecque, nous retrouvons Nadia. Elle cherche un moyen de sortir de Grèce pour rejoindre l'Allemagne. Il lui faut un passeport. Un trafiquant l'a approché pour lui proposer une drôle de combine. Le boulot de ce type, c'est de convoyer lui-même des gens jusqu'en Allemagne avec des vrais passeports. Nous serons 4. Il va m'emmener chez le coiffeur, me maquiller, choisir mes vêtements pour que je ressemble à la photo du vrai passeport qu'il aura pour moi. Mais Nadia n'a pas assez d'argent pour payer le prix demandé. Il veut 4 000 €. Je vais lui proposer 3 000. Je n'ai pas d'autre solution. Et je ne veux pas rester là. Si Nadia est pressée de partir, c'est parce que dans un mois, elle sera illégale en Grèce. Le fameux papier blanc aura expiré. Aujourd'hui, on est le 30 mars. Une semaine s'est déjà écoulée. Et la police ne m'a donné que 30 jours de légalité. Justement, son intermédiaire l'appelle pour lui fixer rendez-vous. Il a peut-être trouvé le passeport avec la bonne photo. Elle a du mal à faire confiance en cet homme. Mais a-t-elle vraiment le choix? Nous la quittons sur cet instant d'incertitude. Selon les estimations du gouvernement grec, pas moins de 130 000 migrants seraient entrés illégalement en Grèce en 2011. Combien d'entre eux ont réussi à gagner des pays européens moins touchés par la crise? Impossible de savoir. Une chose est sûre, il est plus compliqué de sortir de Grèce que d'y entrer. Pas évident, par exemple, de se faufiler dans l'un de ces ferries pour l'Italie. Pour faire cap vers l'ouest, les frontières sont autrement plus difficiles à forcer.